Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de la disparition d'Ali Lowitzer. Une jeune fille de 16 ans disparaît après être descendue du bus devant chez elle. Alexandria Ali Lowitzer avait 16 ans lorsqu'elle a disparu après une journée au Spring High School à Spring au Texas. Elle a été décrite comme aimant s'amuser, très énergique et artistique. L'objectif d'Ali après le lycée était de fréquenter une école d'art pour poursuivre ses passions. Ali, de son vrai nom Alexandria Joy Lowitzer, est née le 3 février 1994. Elle était la fille de John et Joanne et avait un frère aîné nommé Mason. Elle vivait à Spring, au Texas, avec sa mère et son frère depuis le divorce de ses parents en 2008. Ali avait de très bonnes notes à l'école et elle excellait en sport et en chant. Ali avait de la facilité à aller vers les gens et avait beaucoup d'amis. Le 3 février 2010, Ali a fêté ses 16 ans. Elle était très heureuse car elle venait d'avoir l'âge légal pour travailler. Et cela faisait un moment qu'elle voulait trouver un job à côté de ses études pour se faire un peu d'argent. Un mois après, Ali a trouvé un emploi dans la chaîne de restauration Burger Ben. Le lundi 26 avril 2010, Ali a été réveillée pour l'école par sa mère. Elle s'est levée, a mis ses vêtements et elle a quitté la maison vers 7h30. Vers 14h30, Ali a pris le bus pour rentrer du collège. Elle a appelé sa mère pour lui dire qu'elle avait oublié les clés de la maison. Joanne a appelé son fils Mason pour lui dire de laisser la maison déverrouillée s'il venait qu'à partir. Mason avait obtenu son diplôme d'études secondaires l'année précédente. Ali a ensuite demandé à sa mère si elle pouvait se rendre à son travail au Burger Ben, qui se trouvait à environ 10 minutes à pied de la maison. Ali était en congé et n'était pas censée travailler ce jour-là, mais elle voulait aller récupérer son chèque. Au téléphone avec sa mère, elle prévient sa mère qu'elle veut aussi négocier pour prendre un quart de travail supplémentaire, afin de se faire un peu plus d'argent. Joanne a d'abord refusé, mais elle cède finalement devant l'insistance de sa fille. Joanne lui dit ensuite de la prévenir si elle compte travailler ce soir, afin de la récupérer. À 17h30, Joanne rentre à la maison et se rend compte qu'Ali n'est pas là. Cela l'inquiète un peu, car Ali ne lui avait pas donné de nouvelles par rapport à son travail, et elle avait donc pensé qu'elle était rentrée. De plus, même si Ali avait un côté sociable, elle était aussi une casanière qui aimait rester chez elle lorsqu'elle n'allait pas à l'école ou au travail. Selon Joanne, sa fille ne pouvait donc pas se trouver chez quelqu'un d'autre. Son fils Mason n'était pas à la maison non plus, et Joanne l'appelle pour savoir s'il a eu des nouvelles de sa sœur. Mais Mason ne savait pas où elle se trouvait. Joanne appelle plusieurs fois Ali sur son téléphone, mais pas de réponse. Elle a d'abord tenté de se rassurer en se disant que Ali travaillait ce soir-là et qu'elle était trop occupée pour la prévenir. À 21h, Joanne prend sa voiture et roule jusqu'au Burger Ben pour récupérer sa fille, mais la panique commence doucement à l'envahir lorsqu'elle se rend compte que le restaurant est fermé et que toutes les lumières sont éteintes. Joanne fait le tour du restaurant pour trouver un signe d'Ali, mais rien. Lorsqu'elle rentre chez elle, elle ne voit pas non plus Ali sur le chemin. À la maison, il n'y a toujours personne. De plus en plus paniquée, Joanne appelle son ex-mari John pour lui demander s'il a des nouvelles de leur fille, mais il n'en avait pas. Ils ont ensuite appelé les amis d'Ali, mais personne ne l'avait vu depuis la fin des cours en début d'après-midi. À 23h, Joanne et John appellent la police. Un agent de police s'est rendu chez Joanne et a examiné la chambre d'Ali pour trouver des indices. Il a finalement déclaré à Joanne que sa fille avait probablement fugué et qu'elle rentrerait d'elle-même. Joanne et John ont été très choqués par les propos du policier. Ils savaient pertinemment que leur fille n'avait pas fugué. Joanne est restée debout toute la nuit dans l'espoir de voir Ali rentrer, tandis que Mason et des amis ont passé la nuit à la chercher. Vers 9h du matin, toujours sans nouvelles de sa fille, Joanne appelle à nouveau la police. Bien qu'Ali n'avait pas le profil d'une fugueuse, les policiers s'entêtaient à dire qu'elle avait fugué et ils ne voulaient pas lancer de recherche.
Comprenant qu'ils n'auraient aucune aide de la police pour le moment, les parents d'Ali ont commencé leur propre enquête. Ils ont pu récupérer des images de vidéosurveillance du bus scolaire que prenait leur fille, et les caméras ont bien filmé Ali monter dans le bus à 14h25 et descendre à l'arrêt de Loch Ridge Road à 14h47. Sur les images, 2 garçons descendent du bus en même temps qu'Ali, et les parents ont reconnu l'un d'eux comme étant un voisin. John et Joanne l'ont interrogé et il dira avoir bien vu Ali se diriger vers le Burger Barn lorsqu'elle est descendue du bus. Il dira aussi qu'elle parlait à quelqu'un sur son téléphone. Par la suite, John s'est rendu au Burger Benz pour demander au gérant si Ali était venu au restaurant. Mais le gérant affirmera qu'il ne l'avait pas vu et qu'elle n'avait même pas récupéré son chèque de paye. Malheureusement, le restaurant ne possédait pas de caméra de surveillance. Mais la station-service, juste en face, en avait. John a demandé à voir les images de vidéosurveillance de la station-service. Mais Ali n'avait pas été filmée ce jour-là, ce qui confirmait qu'elle n'était jamais parvenue jusqu'au restaurant. Joanne a également contacté une compagnie de téléphone pour obtenir des informations sur le téléphone portable de sa fille. Elle a appris alors que le téléphone d'Ali a cessé de fonctionner le 26 avril à 15h, non loin de l'endroit où elle était descendue du bus. Joanne apprit aussi qu'elle avait envoyé un texto à un ami nommé Jay pour lui demander s'il voulait traîner avec elle. Le garçon sera interrogé et affirmera avoir décliné l'invitation car il était occupé. John et Joanne sont retournés au poste de police pour leur montrer les images de vidéosurveillance et aussi pour leur fournir d'autres informations. Ali avait laissé son chargeur de téléphone et son argent, ce qui pouvait prouver qu'elle n'avait pas fait de fugue. Mais en fouillant la chambre de la jeune fille, la police était tombée sur son journal intime, où elle avait écrit qu'elle voulait s'enfuir. Joanne a répliqué qu'Ali avait été contrariée par le divorce, ce qui pouvait expliquer cet état d'esprit, mais qu'elle allait de mieux en mieux. Joanne a ajouté que le journal intime était vieux et que ce n'était pas une preuve suffisante, mais la police ne prenait toujours pas cette disparition au sérieux. John et Joanne se sont tournés vers Laura Recovery Center, une association à but non lucratif qui aide à retrouver les personnes disparues. L'association a été créée en l'honneur de Laura Kent Smith, une jeune fille de 12 ans qui fut enlevée et tuée en 1997. Au fur et à mesure, les médias se mirent à parler de la disparition d'Ali. Et fin mai, l'unité des homicides s'est intéressée à son cas. La maison de Joanne fut fouillée en profondeur et ils procédèrent à des interrogatoires et à des tests du polygraphe chez les proches d'Ali, dont John et Mason. Ils furent tous deux disculpés et John dira avoir été choqué par les questions que les enquêteurs lui ont posées. En 2012, la famille engage un détective privé et ce dernier va se demander si la disparition d'Ali était liée à Brandon Lavergne. L'homme avait été reconnu coupable de meurtre en 1999, en 2012, et on le soupçonnait d'avoir fait davantage de victimes. De plus, il avait de la famille à Spring, et il avait brûlé sa camionnette blanche à quelques kilomètres du domicile d'Ali. Les policiers l'interrogèrent en prison, mais Lavergne nia avoir enlevé Ali, affirmant qu'il se trouvait en Louisiane à ce moment-là. Son alibi sera corroboré par son employeur de l'époque. John et Joanne ont ensuite engagé un autre détective privé, nommé Amber Kamak. Amber avança la théorie selon laquelle Alice serait sous l'emprise d'un trafic d'êtres humains. En octobre 2012, Amber s'est rendue dans la ville de Columbus, en Ohio, après que Joanne ait reçu un appel téléphonique d'un témoin affirmant avoir vu Ali dans un événement religieux pour sans-abri à cet endroit. Une fois en Ohio, Amber finit par infiltrer une maison à crack où elle rencontre une travailleuse du sexe nommée Amy. Lorsqu'Amber lui montre une photo d'Ali, Amy affirme la connaître et qu'elle utilise le pseudonyme d'Ali Cat. Elle va dire également qu'Ali avait une cicatrice au front, détail qui sera confirmé par John et Joanne. À l'aide de la police de Columbus, Amber put entrer dans différentes maisons où se vendait de la drogue. Dans l'une d'elles, Amber affirmera avoir vu une jeune fille ressembler de manière troublante à Ali. Elle retournera ensuite au Texas pour partager cette information à John et Joanne. En janvier 2013,
La police a fait une descente dans la maison à crack où Ali aurait été vu. Ils purent sauver plusieurs jeunes filles de la prostitution, mais Ali n'était pas sur les lieux. Amber affirmera qu'elle avait bien vu Ali dans cette maison, mais la jeune fille ne fut pas revue par la suite. Un témoin oculaire a déclaré qu'il avait vu une fille ressembler à Ali parler à quelqu'un dans une camionnette blanche au moment de sa disparition. La police a fait son enquête, mais malheureusement, même encore à ce jour, nous ne savons pas qui était dans cette camionnette. Amber, le détective privé, est persuadé que Ali était dans cette maison à l'époque où ils ont fait la descente. Elle est persuadée également que les ravisseurs d'Ali ont été prévenus, peut-être même lorsqu'ils sont allés à la maison cette première nuit. La police cette nuit-là a pu arrêter plusieurs personnes, sauver 8 filles et saisir de la drogue et des armes. Mais malheureusement, comme je vous l'ai dit plus haut, Ali ne faisait pas partie des jeunes filles sauvées ce soir-là. Malheureusement, Ali est toujours porté disparu. Ses parents ainsi que le détective privé continuent leurs recherches. Ali Lowitzer a disparu sans laisser de traces à Spring au Texas. Elle a été vue pour la dernière fois le 26 avril 2010. Elle venait d'avoir 16 ans et a récemment obtenu un emploi au Burger Benz à Spring. Depuis ce jour, il n'y a eu aucune nouvelle. Je pense qu'il est très possible malheureusement que Ali a été kidnappée et a été victime de la traite des êtres humains et soit encore en vie. J'espère que sa famille obtiendront des réponses un jour. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous.